bien, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel atelier du MEDEF 44 en webinar. Donc, pour la bonne organisation, mais je vois que tout le monde l'a à peu près fait pour l'instant, je vous demanderai de bien vouloir couper les micros afin de ne pas avoir de bruit parasite. Et je vous informe également que ce webinar fait l'objet d'un enregistrement afin de permettre le suivi par d'autres adhérents MEDEF en replay. Voilà. Donc, je suis Nicolas Jolivet, je suis associé au sein du cabinet d'audit et de conseil PwC à Nantes. Et en tant que représentant du MEDEF 44 et coprésident de la commission Faciliter la transformation, j'ai le plaisir d'introduire et d'animer cet atelier. Donc, au sein du MEDEF 44, je rappelle que la commission Faciliter la transformation a notamment pour but de sensibiliser et d'alimenter la réflexion des adhérents dans les enjeux de transformation de leurs organisations sur les grands sujets que sont le numérique, le développement durable et le développement à l'international. Donc, selon ce principe, nous avons lancé des ateliers qui s'inscrivent dans un cycle dédié au développement durable et à la RSE, qui se déroule mensuellement sur l'ensemble de l'année 2021. Donc, nos premiers ateliers avaient porté sur le bilan carbone ainsi que les aides publiques à la transition écologique. Donc, ce troisième atelier aborde le thème des principes de l'économie circulaire et de sa mise en œuvre. Alors, selon les convictions personnelles des dirigeants ou sous la pression croissante de la réglementation, on voit un nombre croissant d'entreprises orienter leurs activités ou une partie de leurs activités vers un modèle d'économie circulaire. Derrière la notion d'économie circulaire, on retrouve beaucoup de modèles d'affaires, soit natifs pour des jeunes entreprises qui démarrent et qui placent au cœur de leur développement ou de leur modèle des démarches d'économie d'éco-conception ou de réutilisation, soit des modèles de transformation pour des entreprises plus matures qui interviennent dans des industries historiquement consommatrices de ressources naturelles et qui sont aujourd'hui soucieuses de leurs impacts. Dans tous les cas, les modèles ont pour objectif de limiter la consommation et le gaspillage des matières premières en favorisant des techniques de recyclage ou de réutilisation. Donc, la mise en œuvre n'est pas simple, elle nécessite notamment des évolutions technologiques dans les procédés de fabrication, dans la définition des modèles économiques viables, dans une économie qui reste une économie de marché concurrentiel. Donc, pour nous éclairer et témoigner sur cette thématique, nous accueillons ce matin des experts et des entreprises témoins. Donc, Caroline Joly et Christiane Génie, qui représentent l'association Mission Change, qui accompagne les dirigeants dans une démarche éco-responsable et qui vont nous rappeler les grands principes de l'économie circulaire et de sa mise en œuvre. Camille Jarry, avocate au sein du cabinet FIDAL, spécialiste du domaine environnemental et qui nous parlera des enjeux juridiques de l'économie circulaire. Jean Castillon, dirigeant de l'entreprise Bouzinac et qui nous fera part de son retour d'expérience dans la mise en œuvre d'une démarche d'économie circulaire dans son activité de conception-fabrication de roues. Et Valérie Ferber, qui est directeur environnement et innovation au sein de l'entreprise Charrier et qui nous illustrera la mise en œuvre de schémas d'économie circulaire dans le domaine des travaux publics. Voilà. Donc, comme nous sommes dans un format d'atelier, n'hésitez pas à lever la main ou à préparer vos questions pour la dernière partie qui sera consacrée aux questions-réponses, puisque nous conservons, comme habituellement, un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes pour permettre des échanges et discussions autour de cette thématique. Donc, surtout, n'hésitez pas à participer. Voilà, je passe donc la parole à nos experts et témoins. Et je pense que nous allons commencer donc avec Mission Change, Caroline Joly et Christiane Génie. Alors, Caroline Joly rencontre quelques problèmes de connexion, manifestement. Christiane, tu me confirmes? Oui, alors elle est sur le pont, mais je sais qu'elle a quelques soucis, mais je vais quand même, je pense, lancer la présentation, parce que je viens de la voir, elle avait un petit souci, et elle me dit c'est bon. Elle n'est pas dans la salle d'attente encore. Non, pas encore. Pas encore. Mais je pense que c'est quand même mieux qu'on puisse démarrer. Est-ce que je peux partager, du coup, moi, Oui, directement bien sûr. l'écran? allez. Voilà, comme ça, je vais... Donc, hop. Je dirais si c'est bon. Voilà, je vais démarrer, effectivement, peut-être par le début des présentations. Vous voyez mon écran? C'est bon. OK. Oui.
Donc, bonjour à tous et merci, merci de nous accueillir sur cet atelier. On va effectivement parler et c'est Caroline qui va vous présenter ces éléments. Juste pour se présenter, en fait, vous dire, donc on fait partie l'une et l'autre d'un programme qui s'appelle Mission Change. C'est un programme qui s'est lancé l'année dernière sur la thématique de la décarbonation des modèles économiques des entreprises. Avec la volonté de mettre bien évidemment les leviers de l'économie circulaire au centre des plans d'action. On est un collectif, on a embarqué une vingtaine d'entreprises dans un parcours en fait, qui accompagne des PME principalement dans la décarbonation. Et donc, c'est un parcours qui dure 6 mois. On regroupe les entreprises en collectif pour qu'elles travaillent ensemble et qu'il y ait une synergie de réflexion en groupe. Jean Castillon, qui est là, a fait partie de la première promotion, il pourra peut-être dire un mot. Et donc, Caroline et moi, nous sommes copilotes de ce programme. Et donc, je vais laisser Caroline se présenter, elle vient d'arriver. Mais donc, moi, j'ai une casquette dans ce dispositif toute particulière sur les dimensions d'accompagnement du changement, puisque moi, mon métier, je suis coach et j'interviens sur ces sujets de transformation dans l'accompagnement des hommes. Et donc, je suis coach au sein d'un cabinet à Nantes qui s'appelle Baobab Factory. Et j'ai un parcours d'une trentaine d'années dans le monde de l'entreprise. J'ai travaillé 15 ans dans le groupe Danone. J'ai fait de l'accompagnement du changement et puis du marketing. Et j'ai été pendant 12 ans directrice marketing et de la transformation à l'aéroport de Nantes. Et je suis donc consultante coach en parallèle depuis maintenant une dizaine d'années sur ces sujets d'accompagnement des hommes dans la transformation. Donc, je laisse la parole à Caroline qui vient de nous rejoindre. Oui, un malentendu sur l'horaire, désolé. Bonjour à tous. Donc, moi, Caroline Joly, moi, mon expertise, c'est la RSE et la transition écologique. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai d'abord été consultante et puis ensuite, j'ai été directrice RSE du groupe ERAM jusqu'à l'année dernière. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure Mission Change parce que les enjeux climat appellent une réponse d'urgence et suppose que les entreprises se mobilisent. Donc, j'ai apprécié cette démarche des dirigeants de Mission Change. Donc, du coup, avec Christiane, on est maintenant, on va dire, à la manœuvre et copilote de ce projet. Et donc, ce qui nous amène à prendre la parole aujourd'hui, c'est que, et le lien avec tout ça, c'est qu'il y a un lien très fort, et on va le voir, entre les enjeux de décarbonation et l'économie circulaire, puisqu'une grande partie, en fait, des leviers de décarbonation se situent effectivement dans les piliers de l'économie circulaire. Donc voilà, pour nous situer rapidement. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. D'abord, pour vous remettre un petit peu en contexte les choses, vous avez sans doute entendu parler du jour du dépassement mondial, qui est un indicateur qui montre en fait la date à partir de laquelle l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Autrement dit, ça veut dire que au-delà de cette date, on a déjà pêché tous les poissons qui peuvent se renouveler en un an, abattu plus d'arbres qui peuvent se renouveler, etc. Et puis aussi que nos émissions de gaz à effet de serre sont aussi plus élevées que ce que les océans et les forêts sont capables d'absorber. Et donc, quand on regarde en fait la tendance de la courbe verte, ça montre que finalement, plus ça va et plus finalement on vit à crédit une bonne partie de l'année, qu'en gros, on vit 4 mois de l'année à crédit. Et que si on continue, on va dire, sur ce même rythme de prélèvement des ressources, eh bien, il nous faudrait une planète et demie en moyenne, ce qui n'est pas tenable. Et on voit avec le petit graphique à côté que, évidemment, il y a des pays qui prélèvent plus que d'autres. Hein, quand on regarde le Qatar, pour continuer à vivre sur le même rythme, et aussi étant donné aussi son activité pétrolière, il lui faudrait 6 planètes. Et nous, en France, pour continuer à vivre avec le même mode de vie, il nous faudrait 3 planètes. Donc, la situation, on le comprend bien, est plus tenable. Alors, je note quand même un petit pic sur l'année 2020. Ça, c'est l'effet Covid. On voit que finalement, comme on a ralenti, on voit que c'est quand même possible de changer les choses. Donc, ça montre quand même qu'il y a de l'espoir dans ce qu'on veut faire, puisque du coup, c'est quand même possible d'inverser, en tout cas de ralentir la tendance. Et j'avais mis en parallèle et en perspective qu'est-ce qui explique aussi
ça, c'est qu'évidemment, c'est l'explosion, on va dire, exponentielle de la population mondiale. Quand on regarde ce graphique, il est assez éloquent, puisque on voit qu'on gagne à peu près 1 milliard, à peu près tous les 11 ans, à peu près, quand il a fallu plus de 1000 ans pour atteindre le premier milliard sur Terre. Donc, voilà, donc il y a une pression énorme sur les ressources. Donc, en gros, ça veut dire que notre modèle, on va dire, c'est là où je continue avec la suite, le modèle, effectivement, qu'on appelle linéaire, notre modèle actuel, qui consiste à prélever des matières premières, les transformer, on va dire, en produits, les consommer puis les jeter. C'est plus un modèle qui est tenable au XXIe siècle. Et donc, soutenir ce modèle économique, cette croissance économique qui puise toujours plus dans les ressources, qui utilise de plus en plus d'eau, qui émet aussi de plus en plus de gaz à effet de serre, n'est plus tenable. Et donc, juste ce chiffre quand même qui est quand même aussi intéressant, et que nous, on a bien mis en évidence aussi dans Mission Change, c'est que une grosse partie il y a un lien très fort, on va dire, entre ressources et réchauffement climatique, puisque une grande partie des gaz à effet de serre émis sont liés aux étapes d'extraction, de transformation des matériaux et à leur fabrication. Et on voit bien, et ça, je fais le lien aussi avec ce dont on est en train de parler, que pour toutes les activités, notamment industrielles, il y a un lien très fort entre à la fois l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Donc, tout ça est très lié, et c'est pour ça que, du coup, l'idée, évidemment, de l'économie circulaire, c'est de développer effectivement un autre type de modèle, un autre type de modèle économique qui va chercher à maximiser l'utilisation des ressources existantes, tout en réduisant la dépendance aux nouvelles matières premières, essayant de faire en sorte de les utiliser le moins possible, et bien sûr en réduisant les déchets. Voilà, donc c'est vers cette tendance-là qu'il faut, je dirais, aujourd'hui se mettre en mouvement. Alors, on a tendance à assimiler économie circulaire et gestion des déchets. Beaucoup pensent économie circulaire, recyclage. Et ça, c'est que la fin de l'histoire. L'économie circulaire, c'est bien plus que ça. On va le voir après, mais en gros, c'est un triptyque autour de déjà, je réduis la consommation de matière, je réduis la pression sur les ressources, puisqu'on l'a vu, on dépasse déjà la biocapacité de la Terre, et en plus, ça a un impact énorme sur les gaz à effet de serre et sur le réchauffement climatique. Donc, la première action, ça va être de réduire la consommation de matières, notamment matières premières. Et donc, d'aller vers un allongement de la durée de vie des produits, c'est-à-dire tout ce qui est hyperconsommation, tout ce qui est, comment on appelle ça, la durée de vie, évidemment, court des produits, et l'obsolescence, voilà, je cherche le terme, l'obsolescence effectivement programmée, alors qu'il évidemment est interdite en soi, mais enfin, en tout cas, accélérer, on va dire, le processus pour ralentir, effectivement, et augmenter la fréquence d'achat, c'est plus un modèle vers lequel il faut aller. Et puis, bien sûr, l'autre, c'est effectivement, quand ultimement, on a des produits qui sont en fin de vie, eh bien, c'est trouver les solutions pour les recycler, ce qui suppose quand même, en amont, et on va le voir, d'avoir déjà, dès la conception, pensé la fin de vie. Donc, voilà un peu l'idée pour poser le cadre de l'économie circulaire. Alors, il se trouve que l'ADEME a donné une définition précise, on va dire, de l'économie circulaire. Il l'a définie autour de 7 piliers que je vais ensuite vous passer en revue. Mais en gros, ça s'articule autour de 3 grands domaines. Un domaine qui concerne en fait l'offre, donc plutôt les acteurs économiques. Un autre qui concerne plutôt le comportement des clients et des consommateurs. Et enfin, ultimement, la gestion des déchets. Voilà, autour donc de 7 piliers, l'approvisionnement durable, je vais en parler, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de fonctionnalité, la consommation responsable, à la fois dans l'achat et l'utilisation, l'allongement de la durée d'usage, et puis enfin, le recyclage. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer un peu en revue en fait, chacun de ces 7 piliers et de vous donner quelques exemples pour illustrer. Alors, un des plus gros piliers, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à associer les achats ou l'approvisionnement durable à l'économie circulaire, et pourtant, j'allais dire, tout commence par là. Tout commence par là, puisque vous l'avez bien compris, l'enjeu, c'est de diminuer la pression sur les ressources. Donc, naturellement,
la première préoccupation quand on veut se lancer dans une démarche d'économie circulaire, c'est d'abord d'essayer de s'interroger sur la provenance de nos matières premières, sur l'origine de nos matières premières, et bien entendu avec un objectif qui est de limiter leur impact environnemental. Ça concerne à la fois les matières premières agricoles. On va le voir, il y a quand même beaucoup. Alors, les matières premières agricoles ne servent pas que effectivement, à l'alimentation, elles servent beaucoup aussi aux cosmétiques, elles servent au textile, par exemple. Donc, il y a énormément de produits qui sont dérivés des matières premières agricoles, forestières, bien sûr, tout ce qui va être effectivement autour des mines, les minerais, le fer, tout ça, et bien sûr les carrières. Donc, l'approvisionnement durable, première étape qui concerne effectivement déjà à s'interroger sur les impacts environnementaux. Et puis, un deuxième aussi aspect, c'est la question des pertes de production. Parce que finalement, on s'aperçoit aussi que bien souvent, dans la manière d'avoir organisé, on va dire, la production, il y a souvent des chutes qui sont finalement bien souvent inutilisées et pour lesquelles on pourrait optimiser finalement l'usage là aussi des matières. Alors, les leviers, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, s'interroger sur le mode énergétique, notamment sur les matières premières, notamment extraites des mines et des carrières, à la fois sur le plan des engins, à la fois sur le plan, on va dire, des process de fabrication. Là, il y a un énorme impact, surtout sur les pays qui ont des mix énergétiques très carbonés. Je pense notamment à la Chine, à l'Inde, par exemple. Là, tous les produits globalement industriels que l'on consomme aujourd'hui dans notre pays et en Europe d'une manière générale, qu'on importe d'Asie, ont par nature un impact carbone élevé parce que le mix énergétique de ces pays est encore très lié aux énergies fossiles. Donc, il y a un lien très fort avec le pays de sourcing. Évidemment, s'approvisionner en matières recyclées ou renouvelables, ça va aussi bien sûr dans le sens de l'approvisionnement durable. Et puis, autre levier possible, évidemment, l'approvisionnement en proximité, ce qu'on appelle les circuits courts, qui aujourd'hui est vraiment à l'ordre du jour. Et donc, deux exemples pour illustrer, je viens de l'évoquer. C'est vrai que la question de si on veut travailler sur l'impact environnemental, évidemment, le choix des pays de sourcing, ça va être très important, à la fois pour les questions énergétiques, mais aussi pour les questions de normes environnementales. C'est clair que dans les pays asiatiques, par exemple, dans certains pays asiatiques, on n'a pas les mêmes exigences environnementales de traitement des eaux, par exemple, que l'on a, par exemple, en France. Moi qui ai travaillé dans le textile, je peux vous assurer que les cours d'eau en Chine ne sont pas très beaux à voir. Ils ont souvent une couleur bleue, de la couleur du délavage des jeans ou noir, etc. Et donc, naturellement, évidemment, l'impact est évidemment très élevé. Et puis, autre exemple aussi, je parlais de circuits courts, un autre exemple aussi pour vous donner, pour illustrer ça, toujours dans le domaine du textile, ça m'a un peu inspiré. En France, par exemple, on produit beaucoup de lin. C'est une matière première agricole et qui a plein d'usages, mais entre autres, ça permet de faire des fils pour pouvoir confectionner des tissus et donc des vêtements. Sauf que on a la matière première, elle est produite dans des conditions agricoles, environnementales satisfaisantes, sauf que il n'y a plus d'usine pour filer le lin en France, ni même en Europe. Ce qui fait qu'on est contraint finalement d'envoyer, on va dire, cette matière première très souvent en Inde pour pouvoir refaire du fil. Voilà, typiquement, le genre de problématique auquel on se heurte aujourd'hui quand on veut travailler sur les approvisionnements durables. C'est-à-dire, on peut avoir la matière première et puis tout d'un coup, là, il y a un trou dans la raquette, il n'y a plus d'usine parce que finalement, il y a eu une désindustrialisation sur le secteur du textile depuis 15-20 ans, ou ce que je dis, même plutôt 30-40 ans. Et là, typiquement, je l'ai souligné parce que la semaine dernière, j'ai vu que dans le Nord, une entreprise réouvrait une usine de filature pour justement pouvoir tisser le lin et pouvoir donc produire de la fibre 100%, on va dire, française et locale. Et donc, inévitablement, ça a forcément un impact positif en tout cas, sur l'environnement. Voilà un exemple. Donc, premier sujet, en tout cas, sur l'économie circulaire, l'approvisionnement durable. Deuxième sujet, l'éco-conception. L'éco-conception, c'est penser, en fait, dès la conception du produit, tous les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit jusqu'à sa fin de vie, y compris en pensant aussi à la manière dont il va être retraité ensuite une fois usagé. Donc, pour ça,
on a des leviers qui s'appellent les analyses de cycle de vie, qui consistent en fait à prendre de façon multicritères différents éléments, à la fois évidemment énergétiques, gaz à effet de serre, mais aussi l'eau, les matériaux, etc., de l'amont à l'aval, et donc essayer de voir effectivement à quel endroit on peut diminuer l'impact environnemental. C'est intéressant de faire ce genre d'analyse parce qu'on a parfois des choses qui sont contre-intuitives. Je reprends toujours mon exemple du textile, mais c'est vrai que par exemple, on peut avoir l'idée que le coton, par exemple, va avoir moins d'impact environnemental qu'un produit de type polyester qui est issu de l'industrie pétrolière. Or, ce n'est pas vraiment vrai, parce que le coton les champs de coton sont, je crois le coton utilise 25% des pesticides mondiaux. Et uniquement aussi des quantités d'eau, j'ai oublié les quantités, mais c'est absolument énorme. Donc du coup, alors tout dépend comment est produit le coton, mais en tout cas, typiquement, voilà un exemple où si on n'a pas ce genre d'analyse de cycle de vie, on peut faire fausse route. Je donnais un exemple là-dessus, je peux vous donner un exemple. Chez Decathlon, par exemple, ils ont aujourd'hui mis au point des logiciels qui fait que chaque chef de produit, quand il est dans la phase de conception de son produit, il peut, on va dire, moduler un certain nombre de critères en fonction justement du pays de sourcing, en fonction des matériaux, et il peut regarder si par exemple il s'approvisionne au Vietnam et qu'il utilise du polyester, est-ce que finalement l'impact environnemental va être moins bon ou meilleur que s'il s'approvisionne au Bangladesh en coton ou en Europe de l'Est et en lin. Voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ça permet effectivement de pouvoir faire des choix éclairés et d'avoir on va dire, des prises de décision aux côtés des critères habituels de prix, de qualité, qui se font aussi en prenant en compte ce type d'indicateurs. Voilà, donc voilà quelques exemples. Donc évidemment, ce qu'on connaît beaucoup en éco-conception, c'est tout ce qui a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de la réduction des emballages. Donc ça, je pense que ça, il faut continuer de travailler là-dessus, notamment sur la question du plastique. Bien sûr, l'éco-conception, c'est de travailler sur la composition des produits. Et puis, ça peut être aussi réduire le poids d'un produit. Bref, en tout cas, retenez surtout que c'est penser, on va dire, dès la conception, l'ensemble, on va dire, des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. Troisième, Laureline, oui. Juste une petite question et je ferai une parenthèse sur le fait que par ailleurs le timing tourne. Alors Ah oui. voilà, petit rappel là-dessus. Mais une question, cela dit, qui est intéressante, c'est que tu as évoqué l'éco-conception et la question est, existe-t-il des normes ou labels pour pouvoir s'orienter vers un produit éco-conçu? Tu veux dire du point de vue du consommateur? En fait, est-ce qu'il existe des normes ou labels pour pouvoir s'orienter dans ce principe de du produit éco-conçu, de l'éco-conception? Est-ce qu'aujourd'hui, on Alors, a des standards, on va dire? oui. Alors, l'ACV est standardisé, normé. Hein, donc là, quand on est du point de vue du producteur, oui, la réponse est oui. Il y a effectivement des normes qui permettent effectivement de faire des analyses de cycle de vie. Oui, ça c'est très, très normé. Quand on est du point de vue du consommateur, aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur. Et justement, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, mais vient d'être voté la semaine dernière à l'Assemblée justement un éco-score qui permettra justement d'indiquer, notamment, alors ça commence par les vêtements justement, qui permettra d'indiquer sur les produits l'impact notamment carbone et environnemental du produit. Okay. Donc, et ça devrait se développer ensuite sur d'autres catégories de produits à l'avenir. En tout cas, du point de vue du producteur, si vous êtes dans la peau de celui qui fabrique, oui, il y a des normes. La réponse est oui. Oui. Donc, j'accélère un petit peu. Jusqu'à quelle heure? Ouais, parce que je pense que... Oui. J'accélère. Ouais. Donc, juste, j'accélère sur l'écologie industrielle territoriale. J'ai tout de suite allé aux exemples. L'idée, c'est de travailler la coopération territoriale multi-entreprises, donc de se rapprocher plutôt des entreprises qu'il y a à proximité de chez vous pour voir ce que vous pouvez mutualiser, notamment dans l'usage, on va dire, de produits. Par exemple, les gens qui mutualisent parfois des palettes, qui trouvent des débouchés aussi à certains de produits qui sont parfois des déchets pour les uns qui peuvent devenir des matières premières pour les autres. Je pense notamment à un exemple qui est assez intéressant en Vendée, où il y a toute une logique là aussi qui a été animée par un territoire autour là aussi du textile, mais pour montrer un exemple sur
sur le fait que, du coup, par exemple, au Puy du Fou, aujourd'hui, ils faisaient fabriquer leurs costumes pour les scènes principalement à l'étranger, et aujourd'hui, ils travaillent leurs costumes principalement uniquement à partir des chutes de production de l'industrie locale aux côtés de chez eux. Donc ça, c'est un exemple d'écologie industrielle territoriale intéressante. J'avance. L'économie de fonctionnalité. Alors, ça, c'est un modèle assez poussé qui vise, alors, dans la logique d'utiliser moins de ressources, l'idée, c'est de découpler, en fait, la croissance ou le développement économique ou la création de valeur de l'usage des ressources. Puisque aujourd'hui, en fait, les deux vont de pair. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on lit, plus une entreprise veut se développer, plus elle utilise de ressources et de matières pour croître. Là, l'idée de l'économie de fonctionnalité, c'est de découpler ça. C'est-à-dire, je crée de la richesse, mais j'utilise moins de ressources. Et pour ça, c'est d'aller vers la vente de services plutôt que la vente du produit lui-même. Ça s'appelle l'économie de fonctionnalité, ou vendre, on va dire, l'usage du produit et non plus la possession du produit. Un des exemples qui est souvent mis en avant pour illustrer ça, ce sont les vélos, par exemple, en libre service qu'on a dans nos villes. Bah, typiquement, quand vous prenez un Vélib ou un Biclou à Nantes, eh bien, vous payez en fait pour l'accès au vélo, vous payez un service pour pouvoir utiliser le vélo d'un point A à un point B pour vous déplacer, mais l'objectif n'est pas évidemment d'être propriétaire du vélo. Et donc, bien sûr, ça tend à rendre la durée de vie du produit de plus en plus longue. Et un autre exemple aussi qui est très intéressant, qui est souvent cité, c'est Michelin, qui, depuis déjà 15 ou 20 ans, sur la cible de professionnels du transport, sur les transporteurs routiers, ne leur vend plus des pneus, il leur revend des kilomètres parcourus. C'est-à-dire que le transporteur paye en fait un service en fonction des kilomètres qu'il parcourt. Et en contrepartie, Michelin s'engage à entretenir les pneus, l'impression, les réparer si besoin, etc. Donc voilà quelques exemples. Et puis, j'ai cité l'atelier bocage, c'est une initiative que moi j'ai lancée dans le groupe ERAM, qui est donc sur la chaussure, pour allonger la durée de la vie de la chaussure, qui est de louer les chaussures plutôt que de les acheter. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà. Donc, je pourrais en reparler tout à l'heure s'il y en a qui veulent dans les questions. Autre levier sur la question des 3 R, réemploi, réparation, réutilisation. Donc là, on est complètement dans l'idée de l'allongement de la durée de vie des produits. Je ne vais pas en dire plus parce que du coup, on a le témoignage de Jean Castillon qui va aller dans ce sens-là et qui viendra tout à fait l'illustrer voilà, sur la réparation et sur la vente de produits d'occasion ou de seconde main. Donc, j'avance un petit peu. Et puis, dernier point, c'est le recyclage, qui consiste évidemment à utiliser des matières premières issues des déchets, avec quand même un objectif principal, c'est quand même de faire de moins en moins de déchets. Et je refais le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur bocage. Quand on a travaillé ce sujet, c'est de dire, en fait, le problème dans la chaussure, c'est que la plupart des chaussures ne sont pas recyclées. Quand vous mettez, par exemple, vos chaussures usagées dans des bennes de type le relais, en réalité, la plupart du temps, 80% d'entre elles vont être finalement enfouies ou incinérées et pas recyclées, alors que vous pensez peut-être avoir bien fait, etc. Donc, ça pose quand même un problème. Et donc, du coup, on s'était penché sur cette question et on s'est dit, si on pense juste comment mieux recycler les chaussures, finalement, on ne se pose pas la bonne question. La bonne question, c'est comment mettre moins de déchets, en fait, tout simplement, en service. Et donc, peut-être qu'il faut re-questionner le modèle. Donc, pour ça, allonger la durée de la vie de la chaussure et pour qu'elle devienne moins vite un déchet. Et enfin, ultimement, quand elle le devient, avoir, on va dire, des solutions pour démanteler les différentes pièces pour aller dans les bonnes filières de recyclage. Donc, je termine là-dessus. Alors, le recyclage, ça demande quand même souvent beaucoup d'investissements en R&D qui peuvent rarement être faits seuls, on va dire, par une entreprise. Souvent, c'est en collaboration, soit avec une collectivité territoriale, soit avec un acteur du recyclage qui ont les moyens parfois d'investir très fortement dans l'innovation sur ces sujets. Donc, ça vaut le coup de s'en rapprocher. Et pour conclure un peu mon propos sur ce que je viens de vous exposer, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai exposé, ce ne sont pas des... Tout est lié en réalité. C'est, comme je viens de vous l'expliquer, si on pense uniquement au recyclage, ça n'a pas de sens. Il faut aussi penser l'éco-conception, on peut questionner son business model, on peut se dire qu'on peut peut-être faire durer plus longtemps la durée de vie du produit et peut-être travailler intelligemment avec les entreprises du territoire. Donc voilà, on va dire de façon, on va dire, succincte,
les grandes lignes, on va dire, de ce qu'est l'économie circulaire. Pour terminer sur ce point-là, on voulait partager avec vous donc, les quelques enjeux clés d'accompagnement du changement qui sont inhérents à cette économie circulaire. Donc, vous l'avez vu, bien évidemment, faire de l'économie circulaire, ça a des impacts en interne dans l'entreprise sur les métiers et les process. Bien évidemment, on a parlé des acheteurs. Quand on est dans une remise en question des fournisseurs habituels ou des pays d'approvisionnement ou même des critères de choix, ça vient percuter directement la façon dont les acheteurs font leur métier au quotidien. C'est vrai aussi sur les bureaux d'études, quand on rentre dans des logiques d'éco-conception, on introduit des nouvelles pratiques. Mettre en œuvre des produits recyclés, ça vient impacter bien évidemment les lignes de production parce que là, on est sur des nouveaux produits avec des nouvelles composantes et des nouvelles caractéristiques. Donc, ça vient modifier les choses. Quand on rentre, par exemple, dans de l'économie de la fonctionnalité, on est dans un tout autre modèle, donc ça vient complètement changer le discours commercial qu'on peut avoir. Et puis, tout ça, ce sont des nouveaux indicateurs financiers. Quand on intègre, comme Decathlon dans ces modèles, l'indicateur CO2 dans le pilotage de ces nouveaux produits, bien évidemment, c'est des nouveaux indicateurs qui rentrent dans des pilotages en interne. Donc, beaucoup de modifications de process et de métiers qu'il faut prendre en compte en amont. Ça vient changer aussi les business models. Donc, on est dans des choses radicalement nouvelles dans certains moments, avec ces nouveaux indicateurs de performance qui viennent compléter les habituels critères de chiffre d'affaires, par exemple. Les impacts aussi sont à l'extérieur de l'entreprise, puisqu'on l'a dit, quand on rentre dans des logiques avec des matériaux complètement différents, où on mesure le CO2, où l'enjeu c'est la durabilité des produits, on est dans d'autres discours vis-à-vis des clients. Donc, on peut même être amené à avoir carrément des nouveaux circuits de distribution. Quand Bocage lance son atelier, il met en œuvre un tout nouveau circuit de distribution avec des corners, etc. Donc, c'est un nouveau discours à développer avec les équipes marketing, communication pour faire connaître ça auprès des clients. C'est aussi une mobilisation des fournisseurs puisque la réussite de ces chantiers-là, elle implique forcément qu'on mobilise en amont les fournisseurs dans la recherche de solutions techniques innovantes. Donc, on est dans quelque part une sorte de co-responsabilité partagée en amont et en aval dans une logique d'écosystème vraiment large. Et donc, globalement, ces sujets d'économie circulaire vont aller entraîner une nouvelle culture avec donc des modifications sur les métiers des équipes, voire un changement sur la finalité, puisque vous le savez, certaines entreprises vont aller jusqu'à même intégrer, quand on parle d'entreprise à mission par exemple, d'aller intégrer cette nouvelle finalité de prise en compte des engagements environnementaux dans la mission de l'entreprise. Donc voilà, simplement pour dire que ces sujets qui sont à la fois très techniques embarquent aussi beaucoup de changements pour les hommes. Et ça nous semble important de le soulever parce que ça doit être intégré dès le départ. On a envie de vous dire, l'enjeu, c'est vraiment de les anticiper, de le savoir et d'essayer de les regarder à l'avance pour pouvoir les accompagner au mieux. Passer du temps en tant que dirigeant à rappeler le sens que ça a, mais aussi de consacrer du temps et des moyens en interne pour aller former les équipes, accompagner, écouter les difficultés, etc., que ça peut embarquer parce que ça bouge radicalement les lignes. Voilà. Alors, merci à vous. Et puis donc, je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour les questions, Nicolas. Mais on prendra les questions à la fin après, hein, puisque du coup, je vous propose maintenant j'arrête le partage. de passer la parole à Camille, qui va nous parler des enjeux juridiques sur ces sujets d'économie circulaire. Merci Nicolas. Merci Christiane et Caroline. J'ajouterai dans la petite boucle présentée par Christiane tout à l'heure des métiers au sein de l'entreprise qui sont impactés par l'économie circulaire. J'ajouterai donc aussi les juristes, les directions juridiques des entreprises, parce que le sujet juridique est assez présent sur cette thématique-là. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça marche. Plaf. C'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez? Super, c'est bon. Excellent. Donc, je vais vous parler, je me note un petit quart d'heure, si c'est possible. On tient encore en un quart d'heure? Oui, c'est bon. Je vais essayer de faire un petit peu plus court. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Camille Jarry, moi je suis avocate au sein du cabinet FIDAL. Présenté très rapidement, c'est un cabinet d'affaires qui accompagne les entreprises et les dirigeants
On a à peu près 90 bureaux en France, donc on tient à être au plus proche de nos clients pour les voir. Alors, dans les circonstances actuelles, on les voit un petit peu moins. Mais en tout cas, on a vraiment à cœur d'être au plus près des territoires pour leur proposer un full service juridique et fiscal. En ce qui me concerne, moi, je suis spécialisée en droit de l'environnement depuis une quinzaine d'années. Et alors, que fait un avocat en droit de l'environnement ? Moi, je travaille pour des industriels ou des acteurs de l'immobilier sur toutes les thématiques environnementales. Alors, principalement, les installations classées, hein, c'est la réglementation sur les activités industrielles en France. Mais on est aussi interrogé sur des problématiques en matière d'eau, de gestion de déchets, de biodiversité, d'accidents industriels, de gestion de sites pollués. Par exemple, je travaille beaucoup sur la question de la reconversion des friches, qui pour moi est aussi un sujet d'économie circulaire de la ville, cette fois-ci, hein, la ville durable, en matière de produits chimiques, d'énergie renouvelable, etc. Je passe rapidement. L'économie circulaire, je ne vais pas vous la présenter à nouveau parce qu'elle a été largement présentée par Christiane et Caroline. Alors rapidement évidemment, mais vous avez à peu près les grandes thématiques. Vous avez compris, l'économie circulaire, c'est un concept qui est très large, très vaste et qui regroupe plusieurs composantes qui souvent sont complémentaires. Sur l'aspect juridique, l'économie circulaire, le droit va avoir des impacts plus ou moins forts sur cette thématique-là. Aujourd'hui, le droit français est très développé sur l'aspect du recyclage, qui est un peu la première approche, hein. Comme le disait Caroline, intuitivement, on se dit économie circulaire, déchets et recyclage. On comprend que ce n'est qu'une composante, mais c'est souvent une première porte en fait pour entrer dans ce sujet-là. Et juridiquement, on a des dispositifs qui sont depuis très longtemps assez développés sur cet aspect-là. Je ne vais pas forcément y revenir. Et petit à petit, le droit s'intéresse également à d'autres thématiques de l'économie circulaire. Ça démarre, et il y a des thèmes sur lesquels le droit est assez insuffisant aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'éco-conception. On a certains dispositifs juridiques, mais de manière assez limitée aujourd'hui, ça devrait changer à l'avenir. Et on a aussi des sous-thèmes de l'économie circulaire, je pense notamment à l'économie de la fonctionnalité, qui ne sont pas aujourd'hui, sans doute demain encore, des sujets réglementaires. C'est des business models. Voilà. Donc le droit n'a pas forcément à venir intervenir sur ces pivotements de modèles économiques, peut-être pour les accompagner, mais aujourd'hui on est assez tôt dans cette approche-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire une intervention en 2 temps. D'abord pour vous faire un panorama, alors qui est une sélection hein, toute personnelle des grandes avancées ou des grands thèmes sur lesquels est intervenue la loi économie circulaire de février 2020. Et ensuite, je vous ferai un petit focus contractuel, parce que je pense que le contrat est un outil très intéressant, voire indispensable pour pratiquer l'économie circulaire. Avant d'envisager ces 2 volets d'intervention, je me suis amusée à mettre en forme, alors bon, c'est pas forcément complet, mais à la fois les enjeux et les opportunités que présente l'économie circulaire pour des acteurs économiques. Les enjeux de l'économie circulaire, ça a été évoqué aussi depuis tout à l'heure, on ressent une vraie révolution dans les circuits de distribution, dans les modes de consommation en fait, hein, qui amène aussi une complexité industrielle. Je prends l'exemple hyper classique de l'éco-conception. L'éco-conception, ce n'est pas simple à faire. Il y a beaucoup de R&D. Par exemple, un autre sujet de R&D qui a été évoqué par Caroline, c'est la question du recyclage. Hein. Un autre enjeu, c'est le fait que l'économie circulaire, c'est compliqué de le faire tout seul. Donc, on est très vite sur des projets collaboratifs qui ont des forces et des faiblesses parce que ce n'est pas toujours simple de travailler avec d'autres acteurs. Une exposition juridique et médiatique du fait des changements de prise de conscience et de comportement, du fait aussi de la pression en matière de publicité, de marketing, de greenwashing par exemple, et des risques financiers. Alors, de manière très terre à terre, on a aussi, comme c'est réglementé, on peut aussi avoir des sanctions et des amendes financières si on ne respecte pas la réglementation. Mais l'économie circulaire présente également des opportunités, l'ouverture de nouveaux marchés, un besoin d'innovation qui crée de la richesse, des initiatives privées et publiques, là je pense notamment à tout ce qui est financement vert, les subventions qui sont beaucoup dirigées sur cette thématique économie circulaire, un cadre juridique qui bouge et qui pousse au changement, et des sources d'économie. Quand on dit économie de ressources,
moins consommer les ressources, c'est peut-être aussi dépenser moins. Mais l'économie circulaire, sur le plan juridique, ce n'est pas toujours simple. Je vous ai fait un petit nuage de mots simplement pour représenter la complexité juridique sur un seul sujet qui est le déchet. Le déchet, en droit, on parle de déchets, on parle de sortie de statut de déchets, on parle de sous-produits, on parle de produits reconditionnés, réutilisés, réemploi. Bon, tout ça, c'est honnêtement, même nous, juristes, on a du mal à s'y retrouver. Et je trouve que pour les acteurs économiques, on est vraiment sur un flou qui ne facilite pas en fait cette approche autour de l'économie circulaire. Évidemment, je ne vais pas vous lire la définition, c'est simplement pour vous dire qu'il y a bien une définition juridique, légale de l'économie circulaire qui est très complète, comme vous le voyez. J'ai mis en gras les mots qui me semblent moins importants selon moi. On parle d'empreinte, et c'est justement ce que vous représentez, Christiane et Caroline, tout à l'heure. C'est le lien très fort entre l'économie circulaire et le carbone, notamment à la décarbonation de la société et de l'industrie. On parle de consommation. Donc, on a un vrai enjeu sur la production, la distribution, la consommation. Donc, on est sur des chaînes en fait, de production qui sont très vastes. On a aussi des notions de priorité, de hiérarchie, de gestion. Évidemment, consommer moins ou pas de ressources naturelles. Priorité à la prévention de gestion de déchets. On va donner la priorité au réemploi des produits plutôt que de les mettre à la poubelle, hein, clairement. On parle aussi d'écologie industrielle et territoriale. C'est une composante de l'économie circulaire, d'où la notion de collaboration qu'on évoquait tout à l'heure. On parle de conception. Donc, tous les thèmes qui ont été présentés par Caroline se retrouvent peu ou prou dans cette définition légale qui n'est pas forcément très simple, mais qui représente à tout le moins la complexité et la richesse surtout de cette notion d'économie circulaire. Juridiquement, sur le plan légal, hein, la vraie avancée, ou en tout cas la loi la plus importante récemment, c'est bien la loi économie circulaire de février 2020, qui est en partie issue de la feuille de route économie circulaire diffusée en 2018 autour de 4 piliers: production, consommation, gestion de déchets et mobilisation des acteurs. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais je voulais vous faire un panorama rapide des grands thèmes abordés à tout le moins. Pour répondre aux objectifs qui étaient affichés, à tout le moins par la loi économie circulaire, mettre fin au gaspillage pour préserver les ressources, mobiliser les industriels, renforcer l'information du consommateur, améliorer la collecte des déchets et lutter contre les dépôts sauvages. Dans cette loi, alors ce n'est pas un fourre-tout parce que ce serait un peu désagréable, mais quand même, on aborde des sujets qui ne sont pas toujours très bien liés les uns avec les autres. On a un catalogue en fait, de mesures avec des objectifs chiffrés qui paraissent ambitieux, mais qui, pour la plupart, sont accompagnés de délais de mise en œuvre assez longs, ce qui fait que cette loi a été quand même critiquée et continue à l'être, puisqu'on a certes une loi en février, mais qui appelait énormément de décrets d'application pour mettre en musique de manière précise les avancées législatives, et ces décrets sont pris pour certains, mais pour la plupart sont encore attendus. Je vous propose de faire ce panorama légal de manière sectorielle, c'est-à-dire qui est concerné, quels sont les grands thèmes, et à l'intérieur de chaque thème, vous donner des exemples, des petites illustrations des points abordés par cette loi économie circulaire. Si on se place du côté des fabricants ou distributeurs de produits, la loi est venue toucher légèrement la thématique de l'éco-conception et de la réparabilité. Caroline parlait tout à l'heure d'obsolescence programmée, c'est un peu le sujet, en prolongeant les garanties de conformité sur les produits d'occasion et en étendant les garanties sur les produits réparés. On a également une position de principe qui vient interdire les techniques visant à rendre impossible la réparation, mais là on est sur une pétition de principe qui n'est pas encore très précise. On a également des informations à donner aux clients sur la disponibilité ou non des pièces détachées, à ce stade uniquement sur les produits d'ameublement et les produits électroniques et électriques. On a également une mesure qui est très intéressante, mais qui mérite aujourd'hui des précisions, qui vise à imposer pour certaines catégories de produits ou matériaux l'incorporation d'un taux minimal de matières recyclées. Donc là, c'est une avancée très intéressante, mais on ne sait pas encore précisément qui sera concerné
et comment sera mis en œuvre cette obligation d'incorporation de matières recyclées. Toujours sur les fabricants, on a un volet important mais historique sur la question des 3 E, donc les équipements électriques et électroniques, qui est un secteur d'activité évidemment très confronté à ces sujets de durabilité au sens large. Et la loi impose 2 indices, enfin impose, met en place un indice de réparabilité qui est en vigueur depuis le 1er janvier, qui vise à informer le consommateur sur la capacité de réparation du produit. Donc, on a eu un décret le 29 décembre. Alors, pour une mise en œuvre au 1er janvier, c'est bien, ça donne une bonne visibilité aux opérateurs économiques et qui donne quelques précisions sur les indices de réparabilité. Ensuite, on a un deuxième indice qui est, pour le coup, plus flou. On appelle un indice de durabilité qui va toucher à la fiabilité, la robustesse du produit et qui serait mis en place à partir de 2024, mais je pense que ça peut encore un petit peu bouger. Ensuite, on a un volet sur les logiciels avec des informations sur les durées d'usage des logiciels. Je passe rapidement. Toujours côté fabricant, une information du consommateur qui est renforcée pour les alerter sur les caractéristiques environnementales des produits. Et ça, c'est un volet consommateur qui est assez développé pour le coup dans la loi économie circulaire, avec notamment un encadrement de la publicité et des pratiques commerciales. On disait ça peut toucher les services marketing en premier chef, puisqu'on a des étiquettes des produits qui sont encadrées ou interdites. On a également des choses sur les publicités dites non économie circulaire compatibles. Un volet sur la lutte contre les invendus et pour la première fois sur les invendus non alimentaires, avec un décret qui est venu poser quelques obligations, mais encore une fois, on est sur des secteurs d'activité assez précisément définis. Toujours sur les producteurs, une obligation qui est lointaine, mettant à la charge des producteurs de justifier de leur capacité à intégrer une filière de recyclage. Je vais passer sur la REP, responsabilité élargie du producteur, parce que c'est assez complexe et je pense qu'on n'a pas trop le temps. Donc, simplement pour vous dire que sur les filières qui sont soumises à responsabilité élargie du producteur, il y a eu beaucoup de modifications, notamment des nouvelles filières de REP qui seront mises en place prochainement. Producteurs de déchets, ça c'est un sujet qui est pour le coup assez bien connu. On renforce les obligations de tri à la source et de collecte séparée des déchets et on réaffirme, c'est pas nouveau, la priorité à la valorisation plutôt qu'à la mise en décharge des déchets. En matière immobilière et BTP, il y a énormément de choses. Je ne détaille pas. C'est un secteur qui est très confronté à ces problématiques d'économie circulaire sur la question des déchets de déconstruction et de démolition, avec sur les prochaines semaines, normalement, des décrets qui vont être pris et qui vont modifier quand même pas mal la manière d'appréhender une opération de construction et de démolition. On a aussi beaucoup de choses sur les terres excavées. Je passe rapidement. En matière agroalimentaire, des nouveaux objectifs de réduction du gaspillage, des obligations de réalisation de diagnostics, des labels qui sont mis en place. Donc là aussi, c'est un secteur qui est assez confronté à ces sujets. Et ce qu'on a noté de manière assez significative, c'est un renforcement des sanctions en cas de destruction des denrées alimentaires. Sur cet aspect agroalimentaire, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une vraie incitation à faire des accords, des partenariats avec des associations pour récupérer les aliments en fait, non utilisés. On va en reparler tout à l'heure. Sur le plastique, c'est un très gros volet de la loi économie circulaire avec des choses sur les microplastiques dans certains produits. Donc là, ça touche quand même certains secteurs industriels. Et puis, la fin de mise à disposition de nombreux plastiques à usage unique avec un calendrier jusqu'en 2040. Commande publique. Donc là, c'est plutôt pour les acteurs publics, mais ça intéresse évidemment les acteurs privés qui vont répondre à des marchés. On a un décret il y a quelques semaines qui est venu préciser et imposer aux acteurs publics d'intégrer dans leurs commandes des biens issus du réemploi ou réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Donc ça va dans le bon sens. Ça a été critiqué comme étant un peu insuffisant. Je vois que mes 15 minutes sont passées. Je vais vous prendre encore 5 minutes. Je suis désolée.
L'économie circulaire, c'est aussi la réutilisation de l'eau. Et ça, c'est un sujet qui va bouger prochainement. On espère, on a un projet de décret qui est attendu sur cet aspect-là. Et je pense que sur les secteurs industriels consommateurs d'eau, c'est un vrai sujet d'avenir. J'en ai fini sur le panorama réglementaire, désolé du rythme très actif parce qu'il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas pu tout développer évidemment. Je voulais terminer sur la question des contrats. Ce qu'on disait, ce qu'on a dit à plusieurs reprises, c'est que c'est non seulement difficile, mais pas intéressant de faire de l'économie circulaire tout seul. Et pour ça, il faut se rapprocher de ses fournisseurs, de ses clients, de ses partenaires. Et ce rapprochement, ces partenariats supposent que des contrats soient passés. Et je vous ai mis en fait un petit schéma pour représenter, alors ce n'est pas exhaustif, mais les principaux contrats qui vont être impactés par des modifications de modèles, des modifications d'approvisionnement, des modifications de circuits de distribution, par exemple. Donc, c'est tous les contrats d'approvisionnement, les contrats de vente. On a aussi un vrai sujet sur des mutualisations, c'est-à-dire, est-ce que je vais faire avec un voisin, je vais me rapprocher de lui pour faire des achats en commun, pour partager, pourquoi pas, du personnel, pour s'échanger des matériels, des outils. On disait tout à l'heure sur la distribution, l'exemple de Bocage qui a modifié ses circuits de distribution dans sa logique d'économie de la fonctionnalité. Je vais créer des nouveaux circuits de distribution et donc m'adresser à des distributeurs peut-être différents de ceux habituels. On a également une logique de partenariat très forte quand on parle de R&D. On va peut-être développer des programmes de recherche avec des universités, avec pourquoi pas des concurrences qui posent des problèmes de droit de la concurrence. Donc tout ça, ça suppose que le contrat soit bien adapté à ces nouveaux modèles. Un petit schéma rapide pour vous permettre de visualiser qu'à toutes les étapes d'un projet d'économie circulaire, il y a des points de vigilance en matière juridique et pas seulement en environnement. On peut aussi se dire, j'ai des impacts sur mes contrats en cours, j'ai des logiques de R&D avec pourquoi pas des incitations fiscales sur le CIR par exemple, j'ai des enjeux de concurrence. Si je me mets d'accord avec des concurrents sur des logiques d'achat, il faut peut-être faire un petit peu attention. J'ai également des enjeux de fiscalité, notamment de TVA, sur les produits d'occasion, par exemple. Donc voilà, ce n'est pas exhaustif. Je terminerai par, pour les juristes, les points de vigilance ou d'opportunité que sont en synthèse les contrats, le droit de la concurrence, l'environnement, les sujets de propriété industrielle, la fiscalité, les sujets de financement et aussi de mécénat, de relations avec le monde de l'ESS. Voilà. Et puis vous aurez des petits exemples de sollicitations qu'on a régulièrement sur ces sujets-là en tant qu'avocat. Et désolée, j'en ai terminé, c'était sportif. Merci Camille, effectivement. Donc, on voit bien que le thème est très fourni. On reviendra sur les questions-réponses après. Mais ça permet d'avoir un panorama général et je pense que c'est utile de rappeler ce cadre juridique qui est réel et existant. On va maintenant passer la parole à Jean Castillon, donc qui va nous évoquer, qui va nous faire un retour d'expérience de cette mise en œuvre de développement d'un projet d'économie circulaire. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc moi, ce que je voudrais d'abord, c'est présenter ma société, donc Bouzinac Industrie, qui est une société qui fabrique des roues pour tout ce qui est engin industriel, matériel de travaux publics, poids lourds, génie civil, manutention agricole. C'est une société familiale qui a une centaine d'années et que j'ai repris il y a une dizaine d'années en 2010. 2010, c'est une année assez particulière parce que ça vient juste après l'année 2007, la période 2007-2008, où vous avez vu qu'il s'était aussi passé des choses comparables à maintenant, puisque l'épuisement de la planète avait diminué ces années-là. C'est une société qui était, on va dire, fabricant de roues pour les OEM, sur un segment de marché, on va dire, médian. Et avec la crise de 2007-2008, elle a perdu beaucoup de ses clients qui sont allés s'approvisionner dans des pays dits bas coût, principalement des pays asiatiques. Et il a fallu donc transformer la société. Et à l'époque, je l'ai orienté vers ce que on pourrait appeler le second marché, c'est-à-dire
le marché de la transformation des véhicules, de la réparation et tout ce qui va avec. Mais à l'époque, on vendait pratiquement que du matériel neuf. On a été amené, du fait de ce départ des plus gros clients, à aussi se lancer dans la distribution de roues pour les poids lourds, puisque ça sort aujourd'hui de lignes entièrement automatisées, alors que nous sommes des artisans industriels. Ce qui nous a permis d'accéder à ce marché des distributeurs, et puis progressivement de fabriquer des roues pour eux. Il y a 4-5 ans, enfin, sous la pression de ces clients-là, nous avons été amenés à travailler aussi, nous, avec les Chinois, même si j'ai résisté un certain nombre d'années. Il y a un moment donné où on ne pouvait pas faire autrement. Et on est parti en Chine pour s'approvisionner uniquement de produits finis. Ceci dit, mes vieilles amours sont revenues. Et il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, maintenant 3 ans, on a pris la décision d'arrêter de travailler avec la Chine pour ces raisons principalement d'environnement et aussi pour des raisons on va dire même un peu de qualité. Et il y a 4 ans, donc avant cette prise de décision, on a souhaité développer le marché de la rénovation de roues. C'est-à-dire de dire, on pourrait reprendre des roues qui sont usagées, qui ont déjà parcouru plusieurs centaines de milliers de kilomètres sur des poids lourds, et les remettre en état. Alors, c'est essentiellement esthétique, hein, mais on les nettoie, on les repeint, et on a lancé cette activité. C'est une activité qui, pour moi, permet de remplacer, d'éviter que des clients qui ont besoin d'esthétique, principalement sur leur poids lourd, pour leur image, ne rachètent des roues neuves plutôt que de racheter des roues neuves, utilisent notre prestation. Cette prestation, on l'a mise en place depuis 4 ans, enfin même maintenant ça fait 5 ans, et on voit que c'est une activité qui monte assez régulièrement, et qui d'ailleurs l'année dernière, durant la période de la crise du Covid, n'a pas été impactée, puisqu'on n'a pas eu de baisse dessus, on a même eu une croissance de l'ordre de 20%. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne représente que 3% de notre chiffre d'affaires, donc même à 20%, vous voyez que ce n'est pas comme ça qu'on va compenser la chute des marchés que l'on constate par ailleurs. Dans la foulée de cette mise en place de la rénovation de roues, moi j'ai essayé de faire passer l'idée qu'on pouvait considérer que certaines roues, en particulier dans le génie civil, qui sont lourdes, devaient non plus être considérées comme du déchet, mais comme de la matière première, puisqu'on peut récupérer une bonne partie de la roue, puisqu'on en réparait. Donc, en prolongeant le principe de la réparation, on peut considérer ça comme une matière première. Je dois dire qu'on s'est engagé dans un combat bien difficile, puisque derrière, il y a aussi des soucis économiques, que ce soit pour la rénovation ou que ce soit pour la réparation. On a un coût, certes inférieur à un produit neuf, mais dont l'écart n'est pas si considérable que ça, et qui fait que on a encore beaucoup de clients qui disent bon, c'est des contraintes, il faut que je range, il faut que je classe, il faut que je m'occupe de la logistique, et donc continue à fonctionner sur des achats de produits neufs. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est essayer de considérer que ce qui a toujours été considéré comme un déchet, en fait, c'est de la matière première. Pour donner un ordre d'idée, quand on évite de remplacer 12 roues sur un poids lourd, en général c'est 12 roues, et qu'on fait de la rénovation à la place, on économise 1,8 tonnes de CO2. Aujourd'hui, notre plus gros souci, c'est l'acier, qui est un des plus gros composants et plus gros contributeurs à la génération de CO2, ce qui m'amène même à dire que peut-être un jour notre métier va disparaître,
puisque la roue aluminium, potentiellement, elle peut ne créer aucun CO2, puisque si on a de l'électricité décarbonée, on fait de l'aluminium, et en plus c'est recyclable plus facilement. Voilà un peu l'exemple que je voulais donner sur ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on est devenu grâce à cette pensée qui consistait à essayer de réduire notre empreinte sur la comment on appelle ça, sur la planète, sachant que avant, je l'ai pas dit l'autre jour, mais j'ai aussi une expérience là pour le coup dans une beaucoup plus grosse société qui était une fonderie d'alliage de cuivre et où justement on avait développé pour limiter le coût de recyclage et la perte de cuivre, on avait, alors qu'on fabriquait que des alliages et qu'on vendait ça à des usineurs, mais on s'est mis à l'usinage justement pour pouvoir tourner en circuit fermé et faire en sorte que tous nos déchets, on les refonde immédiatement derrière. C'est une autre façon de faire de l'économie circulaire dès le départ. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Jean. Alors, je pense qu'il y aura des questions. Effectivement, je vous propose maintenant de passer la parole à Valérie Ferber qui va nous parler de l'exemple des travaux publics et de l'entreprise Charrier. Oui, bonjour à tous. Alors je vais partager un diaporama. Je pense que c'est bon. On le voit là, le diaporama? Oui. C'est bon. Ouais. Ok. Juste une présentation rapide de l'entreprise Charrier, et puis je vous parlerai de recyclage sur les enrobés bitumineux et un exemple plus concret de déconstruction et de recyclage sur Nantes. L'entreprise Charrier, c'est une entreprise régionale avec un actionnariat familial à 100%. On a plus de 120 ans. Et donc, on est essentiellement sur les travaux les travaux publics, y compris la production de granulats et le recyclage aussi de matériaux. On va le voir dans le détail. 50% de notre activité est dans les travaux routiers, les travaux d'aménagement urbain. J'en parle parce que c'est aussi une des activités où on a une grosse consommation de matériaux pour fabriquer en particulier les enrobés bitumineux. C'est les matériaux sur lesquels vous circulez quand vous êtes en voiture. Une activité de déconstruction, désamiantage qui va produire, elle, des matériaux à recycler. On va le voir. Et puis, des activités grand terrassement, alors ça, on n'en parlera pas, mais qui peuvent générer beaucoup de déchets, notamment d'excédents de terrassement, des terres excavées. Camille en a parlé tout à l'heure. Et puis, une activité génie civil en travaux maritimes et fluviaux. On travaille essentiellement dans la région Pays de la Loire avec un centre autour de Nantes. Le siège est basé à Couëron. Et des agences de travaux, vous voyez, de Vannes, Rennes, qui vont jusqu'à Vannes, Rennes, Cholet, et puis on travaille sur un petit peu toute la Vendée, avec quelques activités en région parisienne, mais on est vraiment essentiellement sur les Pays de la Loire, dans toutes ces activités. Pour des ordres de grandeur, voilà, on est 1450 salariés. L'ordre de grandeur en chiffre d'affaires, c'est 280 millions d'euros. Donc, on n'est pas du tout à la dimension d'un Vinci ou Eiffage ou un Bouygues. On pourrait correspondre à une de leurs agences régionales dans l'activité de travaux publics. Et à l'inverse, on n'est pas non plus une PME, donc voilà ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Dans les ordres de grandeur, alors justement, il y en a deux ici qui vont concerner nos thèmes de l'économie circulaire, puisque vous voyez qu'avec une quinzaine de carrières dans le Grand Ouest, on produit presque 4 millions de tonnes de granulats. Donc, c'est des carrières de matériaux éruptifs, des gneiss, des granites, des diorites. Et vis-à-vis de ça, on a aujourd'hui une activité de recyclage
qui porte sur, alors selon les années, entre 300 et 400 000 tonnes de déchets inertes recyclés. Alors, ce qu'on appelle déchets inertes, ça va être essentiellement des bétons issus de la déconstruction et puis des enrobés issus du rabotage des chaussées ou de la déconstruction des chaussées. Donc, pour donner un ordre de grandeur, ça signifie qu'on a un petit peu moins de 10% de notre consommation de matériaux qui est approvisionnée par des matériaux recyclés. Alors, pas qu'on ne voudrait pas en faire plus, c'est simplement que ces matériaux recyclés viennent de la déconstruction et que les travaux de déconstruction vont plafonner en fait le gisement de matériaux à recycler. On aurait la capacité à en consommer évidemment beaucoup plus. Alors, un petit focus sur le recyclage des enrobés bitumineux, puisque les enrobés bitumineux, c'est un des matériaux qu'on produit dans les travaux publics, qui est un des matériaux les plus lourds en termes de gaz à effet de serre. On va parler quand même de tonnage important, puisque rien qu'à notre échelle, nous, entreprise Charrier, on est sur une production de l'ordre de 800 000 tonnes par an d'enrobés bitumineux. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur des très grosses masses. Un enrobé bitumineux, c'est quoi? C'est du granulat de carrière qui est mélangé avec du bitume. Alors, j'ai montré ici, en fait, l'évolution du taux de recyclage moyen dans les enrobés. Et j'essaye de faire un parallèle avec deux aspects. Un aspect réglementaire. Donc, tout à l'heure, Camille a parlé de la loi de transition énergétique en 2015, par exemple, on voit ici. J'ai mentionné aussi le Grenelle de l'environnement parce que dans le domaine routier, l'État a eu une politique volontariste en 2009 en incitant au recyclage dans les enrobés par la notation, par l'intégration dans les appels d'offres d'une part de note sur le taux de recyclage. Et on voit depuis 2007 en fait cette augmentation régulière du taux de recyclage qui a été appuyée par ces politiques volontaristes des collectivités et de l'État, en l'occurrence, d'une part. Donc, c'est pour mentionner le fait que dans ces questions d'économie circulaire, et Jean en a pas un petit peu parlé, en fait, dans ces questions d'économie circulaire, on voit vraiment au fil des années l'impact du choix de nos acheteurs. Alors, nous, il se trouve dans les travaux publics, nos acheteurs sont à 70% des collectivités, des acheteurs publics, qui représentent finalement notre vision et notre souhait à nous en tant qu'administrés et contribuables. Mais c'est vraiment le maître d'ouvrage qui va donner le ton, qui va donner l'incitation. Et alors, on voit ici le Grenelle de l'environnement, la loi de transition énergétique, une augmentation progressive du taux de recyclage qui nous a amené, alors cela c'est à l'échelle nationale, à l'échelle locale, on est plus entre 12 et 14%, mais vous voyez qu'à l'échelle nationale, ça monte jusqu'à 18% de taux de recyclage, ce qui signifie que sur la production totale d'enrobés, vous en avez quand même presque 20% aujourd'hui. La part de masse de ces enrobés vient du recyclage, donc on a économisé de la ressource en faisant ça. Et puis, alors, on voit aussi ici ce décrochage. Alors, je m'en tiendrai à ça sur ces graphiques qu'on pourrait commenter par ailleurs. C'est quand même intéressant de voir le lien avec d'autres aspects économiques. J'ai mis en bas le prix du bitume. Et on voit ici un gros décrochage entre 2015 et 2016 où on a un saut de 14 à 18%, qui est assez surprenant. Et si on a une analyse immédiate, on se dit la loi de transition énergétique a généré voilà, ce surcroît de recyclage. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, probablement, puisque cette loi en fait, n'a pas été transcrite en décret d'application et elle incitait théoriquement au recyclage pour les maîtrises d'ouvrage, mais ça, ce n'est pas vraiment transcrit dans les faits. Et à l'inverse, on voit ici le prix du bitume. Alors, sachant que quand on recycle des enrobés bitumineux, on économise du bitume dans la fabrication. Et on s'est retrouvé dans les années 2012, 2013, 2014, vous voyez ici, avec un bitume cher qui a incité finalement les entreprises à investir dans leurs industries pour plus recycler. Cet investissement a pris un petit peu de temps. On peut imaginer que probablement c'est des décisions au bout d'1 ou 2 ans, quand ils ont eu les prix du bitume comme ça,
qui avait été quasiment multiplié par 2 par rapport à 2007. Là, j'ai une base 100 en 2007. En fait, ils ont pris une décision d'investissement qui s'est retranscrite dans les faits 1 à 2 ans plus tard. C'est le temps de faire les achats, les investissements et de les mettre en œuvre sur nos usines. Donc, ce mélange, on voit ici sur ces questions de recyclage, une incitation générale de la réglementation, de l'acheteur public et un effet fort, évidemment, de l'économie et de facteurs comme celui, par exemple, du prix d'achat de certaines matières premières qui peuvent avoir un effet d'incitation sur les industriels. Alors ça, c'était un petit focus sur les… C'est des exemples que je montre pour voir comment s'activent ces leviers. Et un deuxième exemple d'application, donc ça, c'est un chantier de déconstruction et de recyclage qui a eu lieu il y a 1 an et demi sur le Bas-Chantenay. Donc, ça se passe à Nantes. Donc, on a déconstruit. Donc, c'est en face de la carrière Misery, là où sera installé l'arbre au héron un jour peut-être. En tout cas, il y a une grosse opération de réaménagement urbaine ici. Et on a été amené à déconstruire un parking aérien. Et on va voir comment s'est réalisée non seulement cette déconstruction, mais en tant que telle, ce n'est pas ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la réutilisation des matériaux. Alors, c'est un chantier qui était commandé par Nantes Métropole Aménagement pour la partie désamiantage, déconstruction du parking aérien, l'évacuation de 6 000 tonnes de matériaux de déconstruction, donc du béton, et puis une petite opération de confortement de falaise. Et c'est un chantier en fait qui va toucher finalement trois opérateurs. Donc Nantes Métropole Aménagement qui est l'acheteur public à l'origine du projet. L'Écopole de Cheviré, alors c'est une société créée par Charrier et puis Suez qui va réaliser une plateforme au pied du pont de Cheviré et qui va utiliser les 6 000 tonnes de matériaux en question. Et puis, une autre entité d'entreprise Charrier, qui est l'entité de déconstruction, qui aura répondu en fait à ce marché de Nantes Métropole Aménagement et qui va réaliser aussi les travaux de réutilisation des matériaux sur l'Écopole de Cheviré. Alors là, on voit ici un plan du Bas-Chantenay. Donc, vous voyez Cap 44, là, c'est la grosse verrue bleue pour ceux qui connaissent Nantes, en face de la carrière Misery. Et puis, le parking aérien qui se situe à peu près ici. Alors, ça vient cette opération et la manière dont elle va être gérée, en fait, va résulter d'une politique de Nantes Métropole Aménagement qui vise, alors comme ce qu'a mentionné Camille tout à l'heure, qui va viser vraiment à des pratiques vertueuses. On voit ici la logique des 3 R, réemploi, reconversion, réversibilité, utiliser des matériaux biosourcés, développer les énergies renouvelables, et puis donc évidemment du coup aller vers le recyclage autant que possible. C'est un projet sur lequel a été travaillée la question de la logistique aussi. Donc, on voit que dans nos métiers aujourd'hui, on réfléchit matériaux, on réfléchit transport, consommation d'énergie, impact aussi sur les riverains. Vous voyez ici en bleu le trajet qu'auraient dû parcourir les camions pour amener les matériaux de déconstruction depuis le chantier du Bas-Chantenay vers l'Écopole de Cheviré où ils allaient être réutilisés. Et en vert, la solution qui a finalement été retenue, proposée par l'entreprise et retenue par Nantes Métropole Aménagement, qui va consister à transporter ces cailloux, ce béton concassé par barging, donc par la Loire. Alors ça paraît complètement évident quand on voit cette carte, puisque au lieu de faire 160 allers-retours de camions en pleine zone urbaine, en plus, vous voyez, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un secteur qui est quand même très circulé à certaines heures de la journée. 160, au lieu de 160 allers-retours par jour, à raison de 30 tonnes par voyage sur 9 km, on va faire 3 allers-retours de barge à 2000 tonnes. Donc, a priori, on se dit, il n'y a même pas photo, la question ne devrait pas se poser. Elle ne devrait même pas se poser, d'autant que le bilan gaz à effet de serre, donc là, c'est un outil d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui est développé par le syndicat Route de France, qui nous permet, un petit peu comme ce qui a été mentionné tout à l'heure pour Decathlon,
quand on fait une opération, de pouvoir comparer différentes solutions en termes de consommation de matériaux ou d'émissions de gaz à effet de serre. On voit ici le transport par poids lourd et en bas le transport par barge. Bon, ben, c'est divisé par 2. Alors, c'est divisé par 2 plus que ça pour la partie transport. Mais ce qu'on voit apparaître ici, c'est l'impact aussi d'un surcoût gaz à effet de serre lié à une pelle qu'on va devoir ajouter au déchargement. Alors, du coup, ce surcoût en gaz à effet de serre, il va se retrouver aussi dans un surcoût économique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Nantes Métropole Aménagement a appliqué sa politique jusqu'au bout, puisqu'elle a accepté de payer plus cher l'opération par barging que l'opération par transport poids lourd, ce qui montre quand même la tendance qu'il y a aujourd'hui et cette incitation des maîtres d'ouvrage qui n'est pas juste des incantations, mais qui va se manifester parfois, hein, pas tout le temps, mais dans des opérations et dans l'acceptation d'un surcoût lié à des bonnes pratiques. Alors, de manière plus illustrée, on voit ici l'opération de déconstruction. Vous voyez, c'est des grosses pelles comme ça, avec des pinces qui découpent et qui vont réduire en petits morceaux le béton. Là, on voit ici l'opération de concassage du béton, parce que la pelle initiale va faire des gros blocs de béton qu'on va repasser dans un concasseur pour que ces matériaux puissent être utilisés dans des bonnes conditions sur le chantier de réutilisation. Donc, on voit ici à gauche la carrière miserie, le bâtiment de Cap 44, les anciens moulins. Et puis ici, l'opération de chargement de la barge. Donc, c'est des barges de 2000 tonnes, on l'a vu tout à l'heure, qui vont transporter ce matériau jusqu'au pied du pont de Cheviré. On voit ici le pont de Cheviré, l'appel au déchargement qui apporte ce surcoût économique, mais aussi en gaz à effet de serre, mais pour autant qui ne va pas rendre ça plus impactant. Et puis l'opération de valorisation de ces matériaux sur la plateforme. Donc voilà, c'est assez simple, hein, c'est des terrassements assez simples ici, avec la réalisation d'une plateforme en empierrement basée sur du matériau de déconstruction au lieu d'utiliser du matériau de carrière. Voilà, j'ai fini cette présentation de quelques illustrations concrètes de ce que signifie alors, une partie de l'économie circulaire, puisqu'il a bien été mentionné que le recyclage, ça n'est qu'une partie de l'économie circulaire. Effectivement, on a d'autres logiques aussi sur la conception, l'optimisation à la conception des structures de chaussée, et puis le développement de nouveaux produits qui visent à avoir moins d'impact. Mais je ne peux pas vous raconter tout ça ici. Voilà, j'en ai terminé pour mes illustrations. Merci Valérie. Mais écoutez, je vous propose qu'on laisse la place au temps de questions-réponses. Moi, je note une chose en tout cas, c'est dans ces témoignages d'entreprise, un élément qui n'avait pas forcément été évoqué dans les premières présentations. C'est l'enjeu évidemment de l'économie, puisque quand on parle d'économie circulaire, on parle bien d'économie, et l'enjeu du coût et de la viabilité d'un modèle d'économie circulaire dans un système où finalement les acheteurs font des choix, des arbitrages, et y compris en fonction de coût de cette prestation. Jean l'a évoqué, donc c'est un point important. Au-delà de la volonté de mettre en place un modèle vertueux, c'est bien que ce modèle soit viable économiquement. Moi, je fais toujours le parallèle par rapport à ce que tu viens de dire. À titre personnel, je vais faire construire une maison. Et aujourd'hui, voilà, un exemple, ça serait de faire construire une maison en passive house, en maison passive. Ça va me coûter 10% plus cher. Ben, c'est ça la question qui se pose à titre personnel et qui se pose de la même manière pour nos clients. Est-ce que je suis prêt à payer 10% de plus? Donc, par exemple, si ma maison devait coûter 300 000 €, est-ce que je suis prêt à payer 30 000 €, de mettre 30 000 € pour mes idées? Voilà, c'est pour cette politique vertueuse. Je laisse à chacun le soin d'apporter sa réflexion. Alors, qui souhaite prendre la parole pour poser une première question? Dans la continuité de ce sujet-là, j'avais envie de poser la question, c'est ce que je mettais dans le chat pour Jean ou pour vous qui êtes sur ces marchés avec cet enjeu
pertinence de prix. Est-ce que néanmoins, vous savez dire si les clients commencent à mûrir, si oui, quelle part? Est-ce qu'on est toujours sur 2-3%, c'est des niches, ou est-ce que vous sentez une maturité qui peut réellement, concrètement, se traduire dans les faits par des ventes? Est-ce que ça bouge sur ce sujet-là, sensibilité prix? Alors, je vais répondre. Aujourd'hui, on ne voit pas les clients mûrs, clairement. C'est une infime minorité qui nous suit dans cette disposition. Simplement, moi je dirais que les esprits sont moins fermés. C'est-à-dire que maintenant on nous écoute. On va dire qu'on a un succès d'estime. Mais dans la transformation, c'est très 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 long. L'aspect économique, malheureusement, aujourd'hui, l'emporte encore dans de nombreux cas. Et d'ailleurs, on fait ça de façon militante, puisqu'aujourd'hui, et j'ai d'ailleurs des soucis en interne, on fait ça vraiment à prix coûtant. Hein, donc ça veut dire que si on le faisait avec une vision de rentabilité, on ne passerait pas. Pour ce qui est des travaux publics, moi j'ai des exemples et des contre-exemples qui montrent bien que dans l'économie circulaire, le mot économie reste quand même très, très puissant. Et en réalité, là j'ai montré un exemple d'un maître d'ouvrage qui a accepté de payer plus cher pour des raisons de nuisance aussi, hein, de nuisance et d'impact environnementaux. Mais globalement, on s'aperçoit que ce soit sur des produits innovants, sur des produits de recyclage, il faut quand même qu'on soit au moins à égalité de prix, voire moins cher, pour arriver à faire passer des nouvelles pratiques. Alors c'est vrai qu'aussi on est sur des métiers où les gens construisent en général pour 20, 30 ans dans la construction et du coup, la prise de risque, l'envie de tester des nouvelles solutions, parce que qui dit recyclage aussi dit des matériaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on avait habituellement dans nos normes. Et donc, il y a cette notion toujours un petit peu de prise de risque, comme pour les produits innovants, qui fait qu'on est réticent. Changer les habitudes, voilà, donc ça a été évoqué au départ. On arrive plus facilement à faire changer des habitudes quand c'est moins cher que quand c'est plus cher. Pour autant, on voit par exemple pour le cas des enrobés, hein, c'est un des cas de figure où on arrive à trouver de la valeur dans le recyclage parce qu'on économise du bitume et c'est ce qui est très cher aujourd'hui dans ce matériau. Et de ce fait-là, ça fonctionne dans des quantités qui sont importantes. Mais voilà, il faut trouver ces fenêtres de tir pour trouver des impacts importants et où chacun trouve la valeur et où on a une dynamique économique. Peut-être Camille, moi j'avais une question pour toi, qui est là le retour d'expérience de l'avocat. Quand tes clients viennent te voir, est-ce qu'ils ont conscience, parce que tu nous as adressé un panorama assez large de tout ce qui existe finalement, ou tout ce qui commence à s'empiler sur ces sujets, est-ce que tes clients, quand ils viennent te voir, ils ont conscience de tous ces sujets-là? Finalement, quelqu'un qui s'y attaque et qui souhaite avoir une vision un peu plus juridique de la chose, est-ce qu'il est au fait que finalement, il y a quand même un cadre qui est de plus en plus lourd là-dessus? Alors, la plupart, non. C'est-à-dire que je rejoins un peu, la question était intéressante, est-ce que le marché au sens large est mûr, est-ce que les opérateurs économiques s'intéressent à ces questions? Ça commence, mais ça reste quand même assez faible. On a des esprits qui s'éveillent, mais la transformation réelle, elle est encore assez timide. Nous, on commence à avoir des questions sur les obligations réglementaires. Ça commence à monter et je pense que la loi économie circulaire, même si elle a beaucoup de limites, elle a au moins eu cet impact-là d'une prise de conscience à la fois d'obligations de plus en plus fermes et surtout d'un panel. Enfin, c'est pour ça que le panorama que j'ai présenté était à la fois très long parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et en même temps pas du tout exhaustif. Donc, on a un panel de secteurs d'activité,
types de process qui sont confrontés qui est de plus en plus fort. Mais ça reste quand même, réglementairement, hein, ça reste quand même assez timide. Voilà. Et on parlait c'est quoi un peu les leviers qui poussent une entreprise à se lancer dans des démarches d'économie circulaire. On a évidemment des leviers de conviction personnelle, et je pense que c'est le principal aujourd'hui. On voit des dirigeants en fait, qui ont personnellement envie de se lancer là-dessus. On a le levier économique, mais on sent que celui-là, il est quand même complexe. Et on a, dans certains domaines, le levier réglementaire. Mais on sent que ce levier réglementaire, il commence à interroger les clients, mais ce n'est pas ce qui les fait s'exciter à fond, pour être très clair. Ça changera peut-être parce qu'il y a certains domaines avec des sanctions qui commencent à être plus importantes, mais on n'y est pas encore totalement. Et puis, Moi, j'aurais peut-être envie de rajouter dans les leviers, il y a aussi l'attractivité pour les collaborateurs. Exactement. Aujourd'hui, on sait que les citoyens collaborateurs sont aussi en attente de mouvements de la part de l'entreprise et qu'on a des jeunes diplômés qui refusent d'aller dans certaines entreprises. Enfin, il y a des mouvements aussi de ce point de vue-là. Et moi, je crois que c'est important d'avoir conscience de ça, parce que certaines entreprises commencent à le sentir vraiment très clairement dans leur marque employeur et leur capacité à attirer les talents. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte, même s'il y a une forme d'inertie et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça répond aussi à ça, quoi. Je me permets d'ajouter aussi quelque chose par rapport à ce qu'on a dit aussi sur la partie prix, et notamment sur la question des acheteurs. C'est vrai que la problématique, c'est qu'on voit bien, notamment sur des grosses entreprises qui ont des politiques RSE claires, assez engagées, que ça ne redescend pas forcément sur les acheteurs, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, ça, c'est un vrai sujet où il y a un décalage, où finalement, il y a des politiques RSE qui restent un peu hors cœur du réacteur, hein, c'est-à-dire c'est business as usual, avec quand même des améliorations qui vont quand même dans le sens, effectivement, de ce qu'on vient de se dire. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique d'irrigation, on va dire, vers toutes les fonctions de l'entreprise ou de la collectivité, pour prendre aussi la volonté de transformation, et pour autant les pratiques restent même focalisées uniquement sur... Caroline, on t'entend assez mal. Je Caroline, t'invite à couper ta vidéo peut-être, parce que ton réseau doit être un tout petit peu perturbé. Ah, carrément perturbé, oui. Bon. On ne t'entend plus. Ok. Est-ce qu'il reste... Désolée, j'ai quelques coupures. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question, puisqu'on devait finir à 10h30, donc s'il y reste une dernière question, on la prend et puis on va clôturer. Pas de dernière question. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je vous propose de clôturer. De toute façon, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous avez des questions après coup, à vous tourner vers Geoffrey auprès du MEDEF, qui pourra tout à fait communiquer, si nos participants sont d'accord, les coordonnées pour des échanges complémentaires. Écoutez, je vous propose donc de conclure rapidement. Merci à tous nos intervenants. On voit bien que le sujet est complexe, il est très fourni. On est sur des enjeux de transformation, on est sur des enjeux juridiques, on est sur des enjeux économiques. Je pense que ces éléments ont été illustrés par ces témoignages. Voilà, mais on voit bien que tout ne se fera pas du jour au lendemain, c'est clair. Donc, le chemin est long, mais en tout cas, on le voit bien, la volonté est là. Comme ça a été évoqué là tout dernièrement, c'est aussi peut-être une question de génération qui peut intervenir avec les nouveaux talents qui sont davantage engagés sur ces sujets-là. Et donc, il faut savoir, pour les garder, transformer aussi son entreprise dans ce contexte. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous en ressortez enrichi de nouvelles connaissances. Et puis, nous vous remercions évidemment pour votre participation. Donc, nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochain atelier qui aura lieu le 4 juin prochain.
à la même heure pour évoquer les enjeux donc, de la mise en œuvre des stratégies RSE, donc un thème plus large, plus orienté sur des sujets de stratégie, même si l'économie circulaire, on le voit bien, comporte de nombreux leviers qui touchent vraiment à la stratégie de l'entreprise. Je vous souhaite donc une bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.